Très bien. Bienvenue sur le MOOCdigital.Paris, en partenariat avec le Bureau du design, de la mode et des métiers d'art. Nous sommes aujourd'hui accueillis par Jean-Charles de Castelbajac. On va donc parler d'art et de mode. Et puis, j'ai, comme je vous l'ai dit à l'instant, parcouru votre travail de quelques années quand même, notamment au travers de votre site qui est très très bien fait. Donc, je propose de commencer par le début avec vos premières collections, où il y a déjà une notion qui est l'upcycling. Finalement, à l'époque, je pense qu'on disait recyclage, mais en tout cas, c'était la même idée. Et une chose qui, je pense, est liée aussi à une forme d'économie de moyens, qui est la découpe à plat. Qu'est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est l'intérêt de la découpe à plat ? Tout d'abord, cet upcycling, c'est quelque chose qui est très lié à mon parcours d'enfant, à mon amour pour des matières qui n'étaient pas aimées, à quelque chose comme un syndrome de Bécassine quand elle ramasse une pierre et elle a pitié d'elle. Moi, j'aimais les matières rugueuses et les matières rudes. J'avais un peu une aversion pour la douceur. Peut-être c'est une forme de syndrome de Stockholm quand vous êtes en prison, en pension. Et donc, j'ai amené de mon expérience d'enfant et d'adolescent avec moi dans mon process créatif ces matières qui étaient en voie de terminaison, des déchets, les serpillères, les couvertures, les matières rugueuses de pensionnaires. La coupe à plat, c'est très simple. Les premiers vêtements que j'ai faits, j'ai dit à ma mère qui avait cet atelier de couture, de création, je voudrais que vous coupiez mes vêtements tous avec la même forme, la forme de la croix, quelque chose qui ressemblait un peu aux vêtements que j'avais vus au Maroc, les djellabas ou les kimonos. En fait, il y avait cette notion de drapeau, cette notion de rectangle. J'ai toujours aimé cette forme du rectangle. C'est la forme des couvertures, c'est la forme des draps, c'est la forme des suaires, c'est la forme des drapeaux, c'est une forme essentielle. Et en fait, lorsqu'on commence à faire de la coupe à plat, on arrive à quelque chose qui est structurellement absolument simple et essentiel et qui va passer le temps d'une manière radicale et avec une formidable intemporalité. De fait, j'ai des robes que j'ai créées il y a 50 ans qui aujourd'hui, enfilées, n'ont pas d'âge. Donc il y avait cette notion de passer au travers des mailles du temps. On évoquait le début des années 70, poursuivons avec le milieu des années 70, avec une de vos grandes créations, qui sont les pulls cartoon, qui donc empruntent à la culture du cartoon, notamment pour une marque qui s'appelle Iceberg, je crois, et qui a été portée par beaucoup d'icônes, notamment, je crois, Warhol en a porté un. J'ai une collection de photos, elle est très très belle. En fait, c'est ce que je qualifierais d'anti-mode. Très tôt, j'ai été qualifié d'anti-mode. Pourquoi anti-mode ? Parce que mon propos n'était pas de créer des vêtements, mais de créer des manifestes et des images. Or, le tricot, c'est une technique que je ne connaissais pas. Lorsque me suis retrouvé face à un producteur de tricot qui voulait une évolution, une création, j'ai eu envie d'amener tous les éléments de la pop culture à l'intérieur du tricot et de désacraliser le tricot, ce côté précieux de tricoter du temps en coupant, en faisant des vêtements très simples, très efficaces, comme des t-shirts de laine. Et j'ai commencé par une icône que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Snoopy, en y mettant une phrase de Shakespeare, « to be or not to be ». Il faut vous dire que j'ai utilisé ces icônes pendant 4 ans, sans payer de royalty, puisque ce principe de copyright n'existait pas. Donc je suis arrivé avec force avec ces images qui sont devenues ensuite, je dirais, cultes dans le monde du hip-hop surtout, bien sûr, et du pop, puisque bien sûr Andy Warhol les a portés, mais ça c'est dans le cadre d'une campagne de publicité qui était autour de mes amis. Je sollicitais mes amis et je leur disais « mettez mes pulls ». Et c'est ainsi que Olivero Toscani a photographié les plus grands, Ettore Sottsass et tant d'autres. Donc, c'était des influenceurs avant l'heure. Mais cette idée d'image, je voulais créer une forme d'héraldisme pour la rue.
en fait. Et c'est comme ça que beaucoup d'icônes comme Jay-Z, comme LL Cool J ont aimé ce travail. Alors, vous montez votre, je pense, première maison de couture dans les années 78, véritablement entre art et mode, avec déjà une création tout à fait iconique que vous continuez, que vous poursuivez à redesigner, qui est le célèbre manteau nounours. Oui. Et il y a quelque chose de très, c'est presque une sculpture. On est vraiment entre art et mode. Alors, c'est l'idée d'appropriation. Depuis le début de ma carrière, comme vous le dites, je détourne, je m'approprie. Il y a ce côté situationniste de saisir des choses du quotidien et de les transformer. Parce que je n'aime pas utiliser des matières qui sont faites pour la mode. Je veux réinventer. Donc, je découvre que, par exemple, l'industrie de la fourrure est très présente. Et là, cette série de manteaux faits avec des ours en peluche, c'est aussi un règlement de compte avec mon enfance. Je n'ai pas eu d'ours, je n'ai pas eu d'objet transitionnel. Et c'est aussi une manière de dire, on peut faire quelque chose de plus spectaculaire que le spectraculaire. C'est-à-dire qu'on peut faire avec ce manteau d'accumulation d'ours quelque chose qui va dépasser la splendeur des manteaux de fourrure. C'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé en couverture de Vogue américain très tôt. Porté par Diana Ross, porté par LL Cool J. Et c'est drôle parce que ce manteau iconique me suit, puisque récemment j'en ai fait un pour Pharrell Williams, dont j'aime beaucoup le travail, et plus encore récemment dans la dernière Fashion Week avec Vêtements, avec Gouram, qui a voulu qu'on réinvente mon manteau comme un manteau de cour en quelque sorte. Voilà, quelque chose de pimpé. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que finalement, vous êtes presque, on peut dire, en avance sur le mouvement un peu anti-fourrure, avec en effet... comme je l'étais dans le upcycling, et comme je l'étais aussi dans le choc des couleurs, comme je l'étais dans l'art et la mode. Donc, parce que j'étais hors mode. Et en fait, le temps me donne raison. Plutôt raison. Voilà. Et parmi les grandes marques avec qui vous avez collaboré, je pense, plusieurs fois, il y a Kawe, avec une collection, je crois, en 86, qui évoque le Moyen-Âge pour ses zones de couleurs, ces couleurs vives qui sont les vôtres. Et puis aussi ce qu'on appelle le color block, qui est cette façon comme ça d'assembler... brutale. Brutale. Brutale, violente. J'ai longtemps dit, il n'y a pas de pastel Bajac. Mais depuis qu'une petite fille est rentrée dans ma vie, il y a un peu de pastel qui est en train de débouler. Donc tout peut arriver même tardivement. Mais à ce moment de ma vie et sur mes 50 ans de carrière, il y a cette omniprésence du color block. Là, on le voit dans une de mes dernières créations, c'est-à-dire le choc brutal des couleurs sans concession. Et c'est une sorte de révolution. Parce que c'est vraiment la couleur à l'état pur, c'est la couleur comme un drapeau, comme un étendard, et presque, si vous la portez dans la rue, au quotidien, regardez, vous trois, aujourd'hui, face à moi, vous êtes habillés en noir, donc on est vraiment à part lorsque l'on porte de la couleur. Donc c'est une forme de courage aussi. Alors j'ai eu le courage des chaussures où j'ai mis un tout petit peu de couleur. J'ai vu, vous avez mais fait. sinon en général, je les mets noirs. Mais je m'habille en noir aussi. Alors, poursuivons avec un canapé. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que parmi vos premières créations, très tôt, il y a la volonté d'investir la mode, le design, l'art. Et là, je pense au canapé Rubik's Cube, qui est encore en mode color block, dont on peut imaginer qu'il est jouable un petit peu comme le Rubik's Cube. Je dirais que c'est un double effet, le canapé Rubik's Cube. C'est à la demande de Michel Roset. Michel Roset vient vers moi parce que j'utilisais pour mes bagages le tissu qui servait aux ballons de basketball pour leur résistance. Et il aimait beaucoup ce tissu. Il me dit, j'aimerais faire un canapé dans cette matière. Et il me dit, décide des couleurs. Et en fait, je décide de renverser les coussins, qu'ils puissent être noirs et qu'on puisse jouer sur la couleur. Et c'est un canapé que j'appelle Jean-Charles, tout simplement, qui est totalement intemporel et qui me commence à développer ma transversalité, ma pollinisation,
J'ai créé un univers, je n'ai pas créé une mode, en fait. Aujourd'hui, si je regarde l'inventaire, je suis en train de faire pour un grand éditeur anglais une sorte de monographie. Mon travail de pollinisation a été total, des arts de la table à la maison, à l'art tout court. Mon projet est universel. Oui, c'est pour ça qu'on pense d'abord à la mode chez vous, mais le terme créateur, c'est certainement celui qui vous définit le plus juste. Oui.